On va poursuivre sans transition et on va passer du sud au nord. Alors, je ne sais pas si Sophie, oui, super. Euh, on va changer complètement de domaine, mais je suis sûr qu'il fait aussi beau à Lille qu'à Marseille en ce moment. Euh, pour écouter donc le docteur Essat sur la conduite à tenir face à l'ingestion de corps étrangers. On t'écoute et puis on posera les questions dans un second temps à toi. Bonjour à tous, je suis le docteur Sophie Essat, je travaille en gastropédiatrie à Lyon et je vais vous parler des ingestions accidentelles chez l'enfant. Les ingestions accidentelles chez l'enfant sont quelque chose de relativement fréquent. Il s'agit le plus souvent de jeunes enfants avant 6 ans. Dans ce cas-là, il s'agit d'ingestion accidentelle chez un enfant qui va mettre à la bouche et ingérer un objet ou un produit qui sera à sa disposition dans son environnement immédiat. Les corps étrangers digestifs auront une migration spontanée sans complications dans 80% des cas. Il pourra y avoir recours à une extraction endoscopique dans 10 à 20% des cas. L'enfant ayant ingéré un corps étranger pourra présenter des symptômes à type de douleur, dysphagie, gêne respiratoire, mais pourra être aussi totalement asymptomatique sans que cela élimine une gravité potentielle. Premier cas d'un petit garçon de 2 ans qui est mené aux urgences car il aurait avalé un objet métallique. Devant ce type de cas, il faudra toujours se poser la question de l'interrogatoire des circonstances, essayer de préciser la nature du corps étranger, de quelle matière il est, la taille, est-ce qu'il s'agit d'un objet contendant ou pas, à quelle heure par rapport à la consultation de l'enfant l'a ingéré et des antécédents avec notamment la recherche de malformations, de chirurgie digestive qui pourrait entraîner un facteur de risque supplémentaire de stagnation dans les voies digestives. On recherchera la présence de symptômes, comme je vous le disais, à type de douleur, dysphagie, hypersialorée, gêne respiratoire, stridor. À l'examen clinique, on recherchera les constantes de l'enfant, tous signes pouvant évoquer une complication et l'enfant devra être laissé à jeun avec une contre-indication vomissement provoqué. Le bilan radiologique sera réalisé. La radiographie devra comporter des clichés cervico-thoraciques et abdominaux pour ne pas méconnaître la présence de plusieurs corps étrangers. Donc, l'imagerie permettra de préciser la nature du corps étranger si elle n'est pas connue, de préciser le nombre, la localisation et de rechercher éventuellement déjà des complications, un type de perforation essentiellement. Sur un corps étranger cervical, il sera important de pouvoir réaliser un cliché de profil qui permettra de confirmer la présence au niveau des voies digestives avec un corps étranger qui apparaîtra en arrière des voies aériennes supérieures. En cas de corps étranger arrondi, radio-opaque, il est très important de savoir différencier les pièces, qui est quand même ce qui est le plus souvent ingéré chez les enfants, des piles-boutons, qui est peut-être un peu moins fréquent, mais beaucoup plus grave. Ce qui permet de différencier les pièces ici à gauche des piles sur la droite, c'est la présence chez les piles sur les radios de face d'un halo clair périphérique qui est vraiment le témoin de la présence d'une pile-bouton et qu'on ne retrouve pas sur les pièces. Donc, dans quel cas avoir recours à une extraction endoscopique? En cas de corps étranger œsogastrique hors pile, dont je vous parlerai juste après, plusieurs questions à se poser. Premièrement, la localisation, est-ce que c'est dans l'œsophage? Et si oui, se demander si l'enfant est symptomatique et ou si le corps étranger est contendant, c'est-à-dire en pratique, si on le touche, est-ce qu'on peut se blesser avec? Si c'est le cas, il y a une indication d'extraction en urgence. Sinon, on peut se donner jusqu'à 24 heures pour espérer que le corps étranger descende dans l'estomac et dans ce cas-là, il y a moins de risques de complications. En cas de corps étranger localisé au niveau de l'estomac, on se pose aussi la question de savoir si l'enfant est symptomatique, s'il s'agit d'un objet contendant ou de grande taille qui dans ce cas-là aura peu de chances de pouvoir passer le pylore et migrer dans l'intestin.
Et dans ces cas-là, il y aura une indication d'endoscopie en urgence. Dans les autres cas, on pourra se donner jusqu'à 3 semaines avec une surveillance régulière des selles et en cas d'absence d'exonération du corps étranger à 3 semaines, réaliser une radiographie, plus ou moins une extraction en cas de persistance dans l'estomac. Un cas particulier pour les aimants, un aimant simple, il n'y aura pas de risque particulier, mais par contre la présence d'ingestion de plusieurs aimants ou d'un aimant et d'une pièce par exemple, ce qu'on craint c'est que les corps étrangers migrent de façon séparée dans l'intestin, mais qu'à un moment les 2 anses digestives dans lesquelles ils sont localisés soient à proximité, que les aimants s'attirent et dans ce cas-là ça entraîne une nécrose au niveau des parois digestives à l'endroit où les 2 aimants sont attachés. Donc le cas de ce petit garçon qui est amené aux urgences, il n'a pas de symptômes, un examen normal et sur la radio on voit que c'est bien une pièce et non pas une pile qui est localisée dans le tiers inférieur de l'œsophage. Donc comme je vous le disais, on peut se donner jusqu'à 24 heures pour prévoir une endoscopie digestive avec un contrôle clinique plus ou moins refaire la radio. Est-ce qu'il y a une alternative, des choses qui me permettraient de faire descendre cette pièce plus facilement? Alors dans la littérature on retrouve certaines études concernant le glucagon qui permettraient d'améliorer la clairance de l'œsophage et de permettre plus facilement au corps étranger localisé dans le tiers inférieur de l'œsophage de migrer dans l'estomac. Il peut y avoir aussi recommandation de passage de grosses sondes ou éventuellement de bougies même pour pousser le corps étranger dans l'estomac, mais il y a des risques de complications, notamment un type de perforation, donc c'est pas recommandé. Et en pratique, ce qui peut être utilisé des fois dans les services d'urgence, c'est-à-dire l'association méopasse-passe-fond, ça peut être efficace, mais c'est absolument pas étudié, éprouvé dans la littérature. Petit garçon qui se présente maintenant avec cette fois un tableau de douleur d'hypersialorée. Dans ce cas-là, ce qu'on craint, comme je vous dis, c'est une complication, donc c'est une indication d'extraction endoscopique en urgence. Enfin, si la pièce est localisée dans l'estomac, on réalisera dans ce cas-là un tamissage des selles, une surveillance clinique à domicile et un contrôle radiographique uniquement à 3 semaines. Ça ne sert à rien de le faire à 2 jours ni à 4 jours, ça irradie l'enfant pour rien et il y a une grande chance que ça mixe spontanément. Donc l'indication d'extraction endoscopique, c'est uniquement si persistance à 3 semaines. Maintenant, une jeune fille de 13 ans qui vient pour avoir avalé une aiguille de voile. On retrouvera sur la radio chez cet enfant asymptomatique un examen normal, la présence d'une aiguille radiopaque qui semble localisée encore au niveau de l'estomac. Donc il y aurait une indication d'endoscopie en urgence pour essayer de localiser cette aiguille et de la retirer avant qu'elle migre plus loin. Et effectivement, au contrôle endoscopique, on a retrouvé cette aiguille plantée dans l'estomac, juste devant le pylore. Elle a pu être retirée sans complication par la suite. Petite fille de 3 ans maintenant qui se présente aux urgences après avoir ingéré devant sa sœur une pile. Donc une petite fille qui n'a pas d'antécédent, l'ingestion de la pile a eu lieu il y a 4 heures, elle n'a pas de symptômes, on réalise en urgence une radio qui retrouve effectivement une pile avec un halo clair localisé au niveau de l'œsophage cervical. Et on réalise en urgence une extraction endoscopique avec, on le voit ici sur une endoscopie qui a été réalisée à 5 heures de l'ingestion, déjà après retrait des signes de nécrose de la paroi œsophagienne que vous voyez sur la partie inférieure de la diapositive qui correspond à des zones de nécrose œsophagienne en regard du lieu où a stagné la pile. Les piles-boutons, c'est vraiment quelque chose de fréquent, mais surtout on a noté une augmentation très importante des complications avec une augmentation de la morbidité x7 en 20 ans. Vous voyez sur le schéma ici, c'est un schéma aux États-Unis avec en rouge l'incidence et en noir la courbe de complications et de mortalité imputable aux piles. Et on voit clairement une augmentation des complications sévères.
Cette augmentation des complications, elle est due à deux choses. L'augmentation de la taille des piles qui sont de plus en plus grandes et qui sont aussi plus voltées. Donc ces piles plus grandes vont plus facilement stagner dans la paroi de l'œsophage du jeune enfant. Et comme elles vont entraîner des lésions importantes, ces lésions seront dues surtout à des mécanismes d'électrolyse locale en fait, entre le pôle positif et le pôle négatif de la pile, avec vraiment une conduction par la paroi œsophagienne et un tableau d'électrolyse locale qui entraînera un tableau de nécrose muqueuse avec des lésions qui vont apparaître dès 2 heures après le contact avec la pile et qui vont évoluer en profondeur avec la possibilité de nécrose transmurale. Les complications, ça sera ça qu'on va craindre, c'est-à-dire l'extension en profondeur de la brûlure de la pile. Ces complications pourront apparaître dès 12 heures de vie avec la possibilité, dans ce cas-là, de complications à type de médiastinite, voire de fistules, de communication entre la paroi de l'œsophage, la trachée ou éventuellement d'irritation et de fistules avec les gros vaisseaux localisés à cet endroit-là avec un risque de choc hémorragique et de décès de l'enfant. Le cas d'un petit garçon de 2 mois, amené aux urgences pour un tableau de douleur, d'hypersalivation. On retrouve à l'interrogatoire finalement qu'il aurait peut-être avalé une pièce il y a 4 jours. Un petit garçon qui bave, qui accepte le lait mais plus rien d'autre. Qu'un tableau clinique inquiétant avec un enfant qui apparaît algique, qui est fébrile. Sur le bilan radiologique, on retrouvera effectivement une pile localisée là aussi au niveau de l'œsophage cervical. On réalisera dans ce cas-là une imagerie pour rechercher des signes de complications et l'extraction endoscopique avec présence à proximité d'un chirurgien en cas de complications. On retrouvera effectivement déjà des lésions de nécrose importantes au niveau de la paroi antérieure de l'œsophage et la présence qui est localisée ici avec la flèche rouge d'une perforation avec un tableau de fistule œsotrachéale déjà présente chez cet enfant. En cas d'ingestion d'une pile retrouvée par contre en dehors de l'œsophage, il y aura beaucoup moins de risques de complications. Les complications sont essentiellement au niveau de l'œsophage, donc il y a moins de risques, même si ce n'est pas un risque zéro, il y a beaucoup moins de risques de complications sévères et la conduite à tenir sera relativement différente. Ce qu'on craint surtout quand on retrouve une pile, même si elle n'est plus dans l'œsophage, c'est qu'elle ait pu stagner éventuellement dans l'œsophage pendant une durée longue et entraîner des lésions avant que la pile finisse par descendre dans l'estomac. Donc, en cas de pile au niveau de l'estomac, si l'enfant est asymptomatique, on peut donner un délai éventuellement de 24 à 48 heures, voire dans certains pays, recommandation même d'attendre un peu plus avant de réaliser une extraction endoscopique de la pile. En cas de piles par contre qui ont migré, qui sont plus loin, là il y en avait 2 à gérer au niveau intestinal chez cet enfant, il n'y a pas d'extraction endoscopique possible. On conseille dans ce cas-là une surveillance étroite par la famille, de reconsulter absolument en cas d'urgence, de tamiser les selles et de surveiller absolument que les piles soient exonérées. En cas d'absence d'exonération des piles visualisées par la famille, il faut réaliser une imagerie pour s'assurer que les piles aient bien migré et ne soient pas localisées à un endroit où il n'y a plus de progression. Donc le cas de ce petit garçon qui aurait ingéré un objet la veille, il se présente aux urgences donc à plus de 24 heures et pour un tableau de douleur abdominale. L'examen est normal et sur la radio on voit effectivement la présence d'une pile au niveau de l'estomac. Dans ce cas-là, cet enfant a un double risque, c'est-à-dire qu'il a des symptômes et surtout il a ingéré la pile depuis plus de 12 heures, donc avec un risque, comme je vous ai dit, que la pile ait pu stagner dans l'œsophage pendant une durée prolongée et entraîner des lésions. Donc dans ce cas-là, il y aura une indication d'extraction endoscopique pour retirer la pile, mais surtout pour rechercher des lésions œsophagiennes et ou gastriques.
Deux publications en 2019 très intéressantes qui ont tenté d'étudier plusieurs produits à disposition directement des familles et ou des services médicaux d'accueil pour voir ce qui pouvait être bénéfique pour limiter les complications de nécrose dues à la stagnation de la pile. Et dans les différents produits utilisés, ce qui apparaissait comme efficace était la possibilité d'ingestion de miel et ou de sucralfate. Donc c'est dans les recommandations actuelles. En cas d'ingestion de pile-bouton chez un enfant sans retarder évidemment l'extraction endoscopique et chez un enfant qui n'a pas de signe de complications qui nous font craindre une perforation œsophagienne, il est indiqué de pouvoir donner du miel et ou du sucralfate de façon répétée pour limiter les complications. Je vous ai mis ici l'organigramme de prise en charge des sociétés du groupe européen de gastropédiatrie sur la gestion des piles-boutons. En France, on va voir très prochainement les recommandations HAS qui vont être publiées et qui seront probablement assez similaires à cet organigramme. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Donc, comme je vous le disais, vraiment la grosse urgence au niveau de l'œsophage. Si c'est une ingestion précoce, moins de 12 heures, extraction endoscopique en urgence avec l'importance de pouvoir donner pour limiter les complications du miel et ou de l'ulcare, et en cas d'ingestion plus tardive, vraiment une prise en charge potentiellement réanimatoire avec une extraction endoscopique mais un avis chirurgical devant le risque de complications. Si la pile est localisée plus basse, c'est-à-dire au niveau de l'estomac ou de l'intestin, si l'ingestion est récente et que l'enfant n'a pas de symptômes, on peut se donner dans ce cas-là même jusqu'à 7 jours avant de prévoir une extraction endoscopique si la pile est localisée au niveau de l'estomac. Et par contre, si l'ingestion est plus tardive, on craint que la pile ait pu stagner au niveau de l'œsophage d'une manière assez prolongée, entraîner des lésions qui pourraient continuer à agir. Et dans ce cas-là, il y a une indication d'évaluation endoscopique, surtout pour rechercher ces lésions. Enfin, pour terminer, le cas d'ingestion de produits potentiellement caustiques, donc devant une petite fille qui consulte qui est amenée en fait par ses parents après avoir bu un produit de nettoyage, il faudra absolument rechercher à l'interrogatoire l'arrêté de l'ingestion et essayer de déterminer la nature du produit. Ça sera pas la même prise en charge s'il s'agit d'un produit qu'on considère comme caustique, c'est-à-dire une base ou un acide fort, avec une importance particulière sur les bases fortes, c'est-à-dire les équivalents de soude caustique, ce genre de produits-là, qui auront en fait une action de nécrose en profondeur, ce qu'on appelle une nécrose de liquéfaction, qui va s'étendre en profondeur de la paroi œsophagienne avec un risque de perforation et puis surtout un processus qui va continuer à agir même longtemps après que le produit ait été ingéré, avec du coup des complications dans les jours qui suivent, mais aussi à distance avec une inflammation locale et médiastinale qui va pouvoir continuer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ce sera important de préciser exactement la nature et en cas de doute de demander au centre antipoison, et en cas de produit déconditionné dont la nature exacte n'est pas connue, ce qui est souvent le cas, de pouvoir récupérer le produit, de faire une bande de pH pour au moins savoir dans quel cadre de produit on se trouve. On recherchera à l'interrogatoire déjà des signes de complications qui nous feront craindre une complication aiguë qui pourrait nécessiter éventuellement une prise en charge en urgence. L'examen clinique sera dans le même sens. L'enfant devrait être conditionné à jeun strict, surtout une contre-indication au vomissement provoqué qui pourrait aggraver les lésions. Traitement antalgique, éventuellement antibiotique en cas d'un enfant déjà fébrile, et puis le transfert vers un centre spécialisé. Donc devant cette petite fille de 2 ans, on trouvait effectivement l'ingestion d'un équivalent de soude caustique liquide déconditionné, avec une enfant qui avait présenté plusieurs vomissements, donc plusieurs allers-retours du produit sur la paroi de l'œsophage, un enfant qui était déjà douloureuse et qui avait à l'examen déjà des ulcérations au niveau de la bouche.
n'avait pas de signe de complications cliniques, en tout cas pas de défaillance hémodynamique à la prise en charge, et on a réalisé une évaluation endoscopique, pas en urgence parce qu'on risque de sous-évaluer les lésions. Il faut attendre entre 12 et 24 heures pour réaliser une évaluation assez fiable, et c'est ce qui a été réalisé chez cet enfant. Donc chez Scylla, l'examen endoscopique réalisé le lendemain de la gestion retrouvait, comme vous voyez ici, déjà des lésions de nécrose importantes au niveau de la paroi de l'estomac, mais surtout des lésions importantes de nécrose au niveau du corps de l'œsophage sur pratiquement les 2/3 de l'œsophage, et avec un risque dans ce cas-là d'évolution dans les suites, soit immédiate vers un risque de perforation et de médiastinite, et puis une évaluation qui s'est faite en fait à distance avec des lésions de sténose pan-œsophagienne très sévères. Donc devant le cadre d'une ingestion de caustique potentielle chez un enfant, il sera vraiment important de réaliser en parallèle un interrogatoire pour essayer de préciser la nature exacte de ce produit, savoir si on est vraiment dans le cadre d'un caustique, et si oui, d'essayer de savoir si on est plutôt dans le cadre d'une base forte ou d'un acide fort, en s'aidant du centre antipoison. De rechercher déjà des signes de gravité. On peut se retrouver dans un cadre d'urgence chirurgicale dès le début avec des signes de complications dès la prise en charge de l'enfant, et le traitement sera symptomatique en attendant de réaliser des examens complémentaires qui seront l'évaluation endoscopique, comme je vous ai dit, entre 12 et 24 heures. Donc en conclusion, les indications de recours d'endoscopie sont des indications relativement ciblées. La gravité, c'est essentiellement l'œsophage, c'est surtout les piles, et c'est aussi les corps étrangers contendants ou l'ingestion de produits caustiques. On attend avec impatience les recommandations qui vont sortir prochainement, les recommandations HAS sur les piles boutons, et en parallèle de tout ça, vraiment l'importance de mesures de prévention à tous les niveaux, en espérant des campagnes de prévention à grande échelle sur le risque de ces produits chez les enfants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Sophie pour ce très bel exposé. Je suis confus, ça fait 20 minutes que je me dis comment vais-je m'excuser auprès d'elle de l'avoir localisée à Lille alors que c'est une Lyonnaise. Bien évidemment. Mais bon, on te suit au niveau de ton périple de carrière, et voilà. J'aimerais que tu m'excuses par rapport à cela. Bon, on a adoré à la fois la précision de ton topo et ce que tu nous as dit. Alors, avant que les questions n'arrivent, j'en ai plein pêle-mêle. Juste des petites remarques pour savoir un peu, toi, dans ton ressenti au quotidien. Je suis avec Alexandre Fabre à côté et on se raconte tous, malheureusement, nos histoires d'endoscopistes à ce sujet. Est-ce que tu as eu vent, si je puis dire, à part le glucagon, de l'ingestion de bêta-mimétique et de ventoline, plus exactement, pour essayer de faire passer une pièce qui reste coincée au niveau du cardia ou du tiers inférieur? Ça te parle? Alors, en pratique, on n'utilise pas du tout. J'ai vu qu'il y avait effectivement un ou deux papiers qui étaient où il parlait de ça. Après, j'ai pas retrouvé de choses vraiment évidentes. En pratique, nous, on s'en sert pas vraiment, quoi. C'est vrai que ce qui est fait, mais sans aucune preuve ni clinique ni bibliographique, c'est l'utilisation méopasse-passe-fond chez des enfants pour essayer de les soulager, puis surtout essayer d'éviter un recours à une endoscopie qui serait inutile. Après, le glucagon, clairement, ça a été un peu un effet de mode, hein. Il y a eu beaucoup d'études à un moment, et les méta-analyses qui en ont découru, c'est vraiment pas que c'est pas plus efficace du tout qu'un placebo, et par contre, il y a des effets secondaires. Donc, il n'y a pas de choses vraiment efficaces. La ventoline, pour moi, pas pour l'instant.
en tout cas, quoi. Ok. Et la deuxième remarque, c'est là aussi, hein, puisque sans mon ami et collègue Alexis Mosca qui va parler tout à l'heure, je serais passé à côté, c'était le fait que la pile bouton et son double contour. Parfois, quand on voit de profil, en fait, quand il y a deux pièces qui sont superposées l'une à l'autre, ça peut donner cette image en double contour de face. Je me suis fait piéger, affirmant haut et fort que c'était une pile, alors que c'était deux pièces qui étaient collées l'une sur l'autre. Donc la radio de profil peut parfois aider à ce sujet. Je voulais à nouveau faire entre guillemets, amende honorable par rapport à une de mes erreurs diagnostiques. L'autre élément, c'est est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur l'ingestion d'aimants, peut-être? Oui, alors l'ingestion d'aimants, j'ai passé un peu rapidement parce que j'avais pas le temps de tout faire. Il y a eu le risque avec les aimants, c'est qu'en fait les enfants, c'est souvent des jeux d'aimants où il y en a plusieurs petits qui vont migrer séparément en fait dans l'intestin. Et puis à un moment, dans 2 anses digestives séparées, il va y avoir des aimants qui vont quand même se rapprocher au niveau de l'intestin grêle, surtout ou un aimant dans l'intestin grêle, un autre dans le côlon. Et puis quand ils vont être à proximité, les deux aimants vont s'attirer et en créant en fait une nécrose des anses digestives qui seront localisées entre les aimants. Donc initialement c'est pas symptomatique, mais par contre ça va entraîner des lésions de nécrose voire de perforation ou d'évolution vers des fistules. Donc c'est vrai que les aimants, il faut toujours réaliser un bilan radiologique pour voir s'il y en a plusieurs. S'il y en a plusieurs et qui sont encore localisés de façon accessible, c'est-à-dire avant le duodénum, il faut aller les retirer. Et si ce n'est pas le cas, il faut vraiment une évaluation avec une surveillance clinique et radiologique, éventuellement en milieu hospitalier pour surveiller les enfants tant qu'on n'est pas sûr que les deux aimants aient migré et aient été récupérés en fait dans les selles. Parce qu'il y a toujours un risque de complications où s'il y en a plusieurs, il faut garder l'enfant hospitalisé, à mon avis, jusqu'à ce que vraiment on soit sûr que les deux aimants soient passés dans le rectum et soient éliminés pour qu'il n'y ait pas de complications. Il peut y avoir recours dans certains cas à aller récupérer les aimants attachés dans le côlon, voire dans l'appendice. Pas facile. Plusieurs aimants coincés dans l'appendice qu'on allait rechercher. Alors, il y a des questions qui viennent maintenant. Lors de l'ingestion de piles-boutons situés au niveau digestif bas, par exemple dans le grêle, me dit-on, est-ce qu'il y a une urgence d'extraction chirurgicale car pas de risque de lésion type nécrosténose au niveau jéjuno-iléal ou colique. Donc, si je résume, le problème avec les piles-boutons dans l'ésophage, quand ça passe, c'est qu'il y ait des séquelles à type de sténose ultérieure. Le fait que ça aille au niveau jéjuno-iléal ou colique, le risque de sténose est-il aussi important ou il est complètement minime? Je ne sais pas si tu as une réponse à cette question. Non, il est très faible. Les complications, c'est vraiment la localisation, en fait, la taille de l'œsophage qui est petite par rapport à la taille des piles, où les piles vont rester coincées. Quand ça arrive à passer ça, il y a un péristaltisme plus important au niveau de l'intestin grêle, un diamètre de l'intestin qui est plus important. Donc, il y a très, très peu de risques de complications une fois que la pile a migré. Il faut quand même qu'il y ait une surveillance. Si l'enfant retourne à domicile, il faut que les parents soient attentifs et qu'au cas de doute, c'est-à-dire de douleur abdominale, il faut qu'ils puissent consulter aux urgences rapidement. Il faut absolument s'assurer de l'émission des selles et si les parents ne sont pas sûrs, de refaire une radio éventuellement pour être sûr que ça ne stagne pas. Et les extractions chirurgicales des piles, c'est uniquement en cas de complications de la pile au niveau de l'intestin grêle ou du côlon et c'est excessivement rare. Merci. Laissez-vous de façon systématique une sonde nasogastrique quand il y a des lésions ésophagiennes suite à une ingestion de piles-boutons et de manière plus globale dans les ingestions de toxiques, on va dire. Est-ce que quand il y a des lésions de type 2B, est-ce que tu laisses une sonde à demeure et est-ce que tu les réalimentes assez vite ou tu les mets à jeun pendant 1 ou 2 jours?
Alors, C'est c'est des pas très questions, hein, il y consensuel. a À pas. Lyon, clairement, on met très facilement des sondes dans des lésions sévères de l'œsophage, soit sur des piles, soit sur des injections caustiques. En général, on met une sonde on laisse les enfants à jeun et on contrôle au bout de quelques jours l'endoscopie pour voir si effectivement il y a toujours des lésions graves et qu'on risque d'évoluer vers un processus de sténose secondaire. En général, nous, on laisse la sonde plus pour s'en servir pour alimenter l'enfant secondairement par voie entérale et pour que ça nous permette de faire une sorte de tuteur quand, plus tardivement, quand ce sera possible, on pourra prévoir des dilatations endoscopiques de ces sténoses. Donc à Lyon, on laisse très facilement en place des sondes. Mais je sais que c'est discuté, que ce n'est pas toujours le cas dans d'autres endroits. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, on te remercie donc de Paris à Lyon et de ce à la fois beau discours et de cette belle interactivité. On te souhaite une bonne journée et on espère tous se voir très bientôt dans un congrès à nouveau présentiel.